BFM Business, midi, l'heure H. L'info avec Guillaume Paul. Il est midi, soyez les bienvenus dans le Rush sur BFM Business. Dans l'actualité de ce jeudi, écoutez, il y a le dossier Fessenheim qui refait parler de lui une fois de plus. Le conseil d'administration d'EDF se réunit tout à l'heure à Paris. Ségolène Royal veut que l'arrêt de la centrale soit officiellement acté. EDF, lui, aimerait bien laisser traîner encore un petit peu les choses, au moins jusqu'aux prochaines élections. On va voir ça avec Mathieu Pechberti dans un instant. Sinon, c'est la rencontre que tout le monde attend dans quelques heures. Donald Trump qui accueille Xi Jinping, le président chinois. Ça se passe en Floride. Les deux dirigeants vont avoir l'occasion d'échanger enfin leur point de vue de visu sur les questions commerciales. On connaît en tout cas les positions assez tranchées de Donald Trump sur le sujet. Et puis la SNCF, figurez-vous qu'elle veut faire revenir les voyageurs dans les trains intercités. C'est vrai que beaucoup l'ont déserté au profit de l'autocar ou du covoiturage et du coup ça lui fait perdre beaucoup d'argent à la SNCF. Du coup elle présente tout à l'heure son nouveau train nouvelle génération, c'est le Coradia Liner. Mathieu Seva nous expliquera tout ça dans un instant. Voilà pour les grands titres de l'actualité. Dans un quart d'heure bien sûr les experts de l'orage comme tous les jours, l'actualité de la tech, de l'immobilier, le luxe et la culture, tout ça côté business. La bourse de Paris est en petite baisse ce midi. Le CAC 40 perd en ce moment 0,07%. Ça va encore, 5088 points en ce moment pour l'indice parisien. Retrouvez le journal de l'économie avec Best Western Hotels & Resorts, 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. Donc le dossier Fessenheim qui revient, épisode 46, qu'on pourrait résumer ça comme ça, Mathieu. Bonjour Mathieu Pechberti. Un peu ça. Acte 3, scène 14. Acte 3, scène 14, comme on dit au théâtre. Ouais. Donc résumons les choses. Il y a conseil d'administration tout à l'heure à 14h30 chez EDF, où il va être question de l'éventuel arrêt de la fermeture de Fessenheim. Ségolène Royal veut que ça soit acté officiellement aujourd'hui. Le problème, c'est que chez EDF, on ferait bien traîner un petit peu les choses jusqu'aux prochaines élections. C'est ça l'idée quand même, Mathieu, là, franchement. Là. Oui, EDF continue sa stratégie habituelle de repousser l'échéance. Ça fait 5 ans qu'ils font ça, donc là, il reste 15 jours à tenir. Ségolène Royal veut que soit voté l'arrêt et non pas la fermeture, c'est une nuance très importante, l'arrêt de Fessenheim. Ça se décide par un vote du conseil d'administration, puis un décret qui fixe l'arrêt. Et EDF souhaite, on va dire, acter ce principe sans l'enclencher et donc reporter la signature du décret qui là officialise vraiment juridiquement et administrativement l'arrêt de Fessenheim. Donc la tension était extrêmement forte et l'est toujours entre Ségolène Royal et la direction du groupe EDF. Il y a eu une réunion hier dans l'après-midi qui n'a pas réussi à trouver de compromis. Le bras de fer continue ce matin et il faut trouver une décision avant 14h30. Il y aura forcément un compromis qui sera trouvé, mais de toute façon, on est là encore sur un symbole extrêmement politique. Oui. C'est-à-dire qu'elle voudrait quelque chose d'irrévocable pour le symbole, effectivement. Ce qu'elle peut pas avoir, justement, un arrêt, c'est pas la fermeture, comme vous le disiez, c'est pas la même chose. Complètement. Elle veut vraiment une décision officielle et puis dire, ça y est, l'arrêt est décidé, sauf que encore une fois l'arrêt n'est pas la fermeture et quand bien même cet arrêt serait voté aujourd'hui en conseil, un décret peut également être abrogé dans 1 mois ou 2. Donc c'est ça. Au bout du compte, pour la vie de la centrale nucléaire de Fessenheim, ça ne changera pas grand-chose. Parce que voilà, c'est ça, on se dit du côté d'EDF, on peut prendre effectivement, s'engager formellement et puis on verra bien ce qui se passera avec la prochaine majorité, le prochain président de la République, finalement. C'est ça l'idée. Oui, l'idée c'est qu'on voit bien, et d'ailleurs les candidats à l'élection présidentielle aujourd'hui, qui veut vraiment fermer la centrale de Fessenheim? Personne. D'ailleurs personne n'en parle, ça prouve bien que le sujet, personne ne veut s'en saisir, parce que c'est devenu un totem et maintenant presque un tabou politique, puisque c'est une promesse électorale qui date maintenant de 2011. Et EDF va miser là-dessus, bien sûr, sur le temps qu'il sépare du premier tour de l'élection présidentielle et de l'entrée en fonction du nouveau président de la République. On a l'impression quand même, Mathieu, on en dit un mot, mais que pendant 5 ans, on a parlé beaucoup de Fessenheim et qu'on n'a pas vraiment parlé du vrai sujet, c'est-à-dire l'avenir du parc nucléaire français dans son ensemble, finalement. C'est un petit peu l'écran de fumée, cette histoire. Oui, le sugue de fond, c'est que c'était l'arbre qui a caché la forêt et qu'on s'est occupé de la forêt. Et le problème, c'est que les 58 réacteurs nucléaires, il va falloir que EDF et le gouvernement fixent une politique énergétique concrète, à savoir que fait-on de ces 58 réacteurs? Est-ce que certains on les rénove pour les prolonger de 10 ans? Est-ce que certains on les arrête pour les remplacer ou non d'ailleurs par des EPR à l'horizon à partir de 2030? Ça paraît loin, mais
Non, c'est demain. Un réacteur nucléaire, ça se fabrique sur plusieurs années. Il y a souvent du retard. Donc c'est-à-dire que c'est une décision qu'il faudra prendre à horizon 2022, c'est-à-dire à la fin du mandat du prochain président de la République. Donc c'est vraiment un sujet qui devrait être pris par le prochain président qui sera élu le 7 mai prochain. Mais c'est des sujets dont on aura pu s'occuper pendant ces années. On a perdu 5 ans. On a perdu 5 ans finalement en se focalisant sur Fessenheim pour des raisons politiques. Absolument. Merci beaucoup Mathieu. Mathieu Pechberti, vous retrouvez toutes ces infos bien sûr sur le site de BFM Business, bfmbusiness.com. Midi 6. Dans l'actualité également de ce jeudi, il y a donc cette rencontre très attendue dans quelques heures entre les deux principaux dirigeants de la planète. Donald Trump qui accueille Xi Jinping, le président chinois. Ça va se passer en Floride. Donald Trump, on le sait, n'a cessé, même depuis qu'il est président, d'accuser la Chine de tous les problèmes économiques quasiment dont souffre l'Amérique aujourd'hui. On sait qu'il veut durcir le ton sur le plan commercial avec la Chine. Cela dit, écoutez ce que nous disait tout à l'heure cet intervenant de marché sur BFM Business, Marc Riez de Vega Investments. Honnêtement, lui poser la question, qui reste le plus protectionniste aujourd'hui dans cette affaire ? Pour lui, c'est quand même la Chine. Écoutez son analyse tout à l'heure sur BFM. Attention, il y en a parce que le déficit de l'Amérique par rapport à la Chine, en termes d'échanges commerciaux, il est énorme. Et qu'aujourd'hui, le vrai protectionniste, c'est pas Donald Trump. Le vrai protectionniste, quoi qu'il s'en défende à Davos et tente de se faire passer pour un grand démocrate, c'est quand même le Chinois. Parce que tous les entrepreneurs qui ont tenté, on en connaît pas mal, d'aller faire du business en Chine, croyez-moi, c'est compliqué, long, difficile, etc. Et il y a plein de barrières, plus ou moins officielles, au commerce international en Chine. Donc le vrai protectionniste, ne nous trompons pas de camp, c'est Xi Jinping. Et là, Donald Trump, qui veut rétablir un peu un équilibre des règles entre eux, il a parfaitement raison là-dessus. Et donc il ne faut pas le faire passer pour le méchant protectionniste, etc. Il est simplement dans l'idée de dire on ne peut pas continuer à jouer à jeu inégal avec vous. Et je pense que sur ce point-là, il a raison. Et ben voilà, Marc Riez, directeur général de Vega Investment tout à l'heure dans Intégral Placement sur BFM Business, rend compte donc que les marchés vont suivre avec beaucoup d'intérêt. Alors on le disait, on a des marchés un petit peu frileux aujourd'hui pour une autre raison, c'est que on a eu hier soir le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, la Réserve fédérale américaine. Et alors, qu'est-ce que nous dit la Fed ? Elle nous dit qu'elle pourrait continuer, vous savez, à normaliser cette politique monétaire qui a été très favorable au marché ces dernières années. En gros, on sait qu'elle a déjà commencé à relever ses taux d'intérêt. Eh bien, la Fed nous a dit qu'elle pourrait commencer à remettre sur le marché certains des actifs qu'elle a achetés en grand nombre au cours des dernières années. Elle pourrait donc, comme on dit dans le jargon, commencer à baisser son bilan. Alors forcément, ça fera peut-être pas très plaisir au marché, mais écoutez ce que nous disait cet économiste ce matin, Christian Parizeau. Mais malgré tout, il est peut-être temps de le faire avant de créer des phénomènes de bulles sur les marchés. Écoutez son analyse. L'économie va mieux, ils ont envie de réduire un peu la taille du bilan de la Fed, ils ont envie de reprendre un peu de la liquidité qui est sur les marchés. Il y a quelques membres qui commencent à s'inquiéter de la valorisation excessive des actifs financiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un risque manifeste. Si je vous dis que demain, c'est la reprise économique, reflation, plus d'inflation, plus de croissance, eh ben, il y a un gros risque que les gens quittent l'obligataire pour aller sur les actions, par exemple. Et est-ce qu'on ne crée pas une bulle ? Tous les actifs financiers sont très chers maintenant. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'aujourd'hui, la bourse est chère. Tout le monde va dire la bourse américaine, on paye 18 fois les résultats à venir, c'est très élevé. Oui, mais pourquoi ? Parce que les taux sont très bas. Et donc, on a aussi une inflation sur les actifs financiers. Pas une inflation sur l'économie réelle, mais une inflation. Donc, cette reprise de liquidité pourrait aussi être un élément pour un peu stabiliser. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'on change de phase. C'est-à-dire qu'on était dans une phase où la Banque centrale, les banquiers centraux faisaient tout pour faire baisser les taux d'intérêt. Aujourd'hui, ils nous disent clairement, c'est fini. Aujourd'hui, on change de monde. On est en train d'essayer de piloter une hausse des taux parce qu'aujourd'hui, on a des taux qui sont anormalement bas. Alors, au regard pour les États-Unis, au regard de la croissance américaine, des tensions sur le marché du travail et du retour potentiel de l'inflation. Donc, il y a un changement de discours et qui est de dire aux ch'tis, notre arme, c'est plus seulement les taux d'intérêt, c'est aussi la gestion de notre bilan. Et ne rêvez pas, notre bilan, on ne va pas indéfiniment le conserver à ce niveau. Voilà, donc on va continuer à normaliser cette politique monétaire américaine. C'est ce que nous a dit la Fed hier soir. Christian Parizeau, chef économiste d'Orel BGC, qui était ce matin dans Les Experts avec Nicolas Dos sur BFM Business. Un petit mot de l'étranger du dossier syrien. Jean-Marc Ayrault l'a dit ce matin depuis l'ONU à New York. La France veut toujours faire voter une résolution pour condamner l'attaque chimique qu'a menée l'armée syrienne avant-hier sur une petite ville du nord du pays. Vous savez que l'attaque a fait 72 morts, dont beaucoup d'enfants.
La résolution soutenue par Paris, Londres et Washington réclame également l'ouverture d'une enquête, mais la Russie continue de s'opposer pour l'instant à l'ouverture de cette enquête. La fameuse enquête donc réclamée par plusieurs membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Midi 10, tout autre chose à présent. Figurez-vous que la SNCF, on vit en France, la SNCF va présenter tout à l'heure un nouveau train. Ça va se passer du côté de la gare de l'Est. Elle va présenter officiellement le Coradia Liner. C'est un train de nouvelle génération qui a été conçu par Alstom. Il va remplacer les trains corail sur les lignes intercités. Et sa mission, justement, ça sera de faire revenir les voyageurs sur les lignes intercités. Des lignes qui, il faut bien le dire, ont été particulièrement délaissées par la clientèle depuis quelques années. On voit tout ça avec Mathieu Sévin. En finir avec le principal foyer de perte de la SNCF. Focalisé sur sa stratégie tout TGV, les lignes classiques ont été laissées de côté depuis des années. Aujourd'hui, le réseau et les trains sont vieillissants et la clientèle se fait de plus en plus rare. Résultat, l'activité intercité perd environ chaque année 400 millions d'euros. Le but est de convaincre les voyageurs qui ont opté pour le covoiturage et les bus Macron de revenir pour les reconquérir. Les nouvelles rames sont donc plus confortables et plus accessibles, mais les remplir à nouveau ne suffira pas. La SNCF dispose donc d'un autre levier pour améliorer la rentabilité, celui des économies sur les frais d'énergie et de maintenance. La SNCF le sait, gagner de l'argent sur le réseau des grandes lignes historiques sera très compliqué. À défaut d'être rentable, elle se donne entre 5 et 10 ans pour amener cette activité à l'équilibre. Mathieu Sévin, donc le Coralia Liner, qui sera présenté par la SNCF tout à l'heure du côté de la gare de l'Est à Paris. On va peut-être avoir un nouveau rebondissement dans le feuilleton STX, vous savez, les chantiers de Saint-Nazaire. D'après le journal Le Monde, le gouvernement finalement renoncerait à nationaliser les chantiers. Les Italiens donc de Fincantieri disposeraient d'une majorité relative. L'État garderait 33% et le groupe DCNS autour de 10%. Alors en échange, les Italiens se seraient apparemment engagés à préserver l'emploi à Saint-Nazaire. Vous savez, c'était une grosse inquiétude du côté de Paris. D'après le journal Le Monde, en tout cas, c'est ce projet qui sera présenté aujourd'hui aux élus locaux et aux élus du personnel du groupe STX France, pour le coup. Bien, on va aller faire un petit tour pour finir du côté du MIP TV. Vous savez, on a suivi ça toute la semaine. C'est le grand rendez-vous des professionnels de l'audiovisuel. C'est là que les chaînes de télé achètent les programmes qui seront diffusés quelques mois après. Alors, sachez-le du coup, dans les prochains mois, vous verrez encore débarquer de nouveaux jeux d'aventure. Des jeux d'aventure encore plus déjantés que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Si, c'est possible. Simon Tellenbaum est à Cannes pour BFM Business. La longévité d'une émission comme Koh-Lanta sur TF1 depuis 16 ans nous montre bien l'appétit des téléspectateurs pour les jeux d'aventure. Tout le monde s'y met. M6, évidemment, qui va lancer dans quelques jours la nouvelle saison de The Island, son émission de survie à l'état pur. France 2, paraît-il, est aussi à la recherche d'un concept, tandis que C8 va bientôt diffuser Cash Island, un jeu où le trésor de 100 000 € est caché sur l'île déserte et où les candidats s'affrontent pour tenter de s'en emparer. À l'étranger, il y a aussi beaucoup d'innovations en la matière, avec par exemple The Bridge, une émission du géant Endemol, où 100 000 € sont placés sur un petit îlot au milieu d'un lac. Les candidats ont moins de 30 jours pour fabriquer avec les moyens du bord un pont d'environ 300 mètres pour aller de la rive jusqu'à l'île et récupérer le trésor. À la fin, les candidats votent pour savoir qui conserve le pactole. Enfin, aux Pays-Bas, où la télé-réalité va toujours plus loin, la nouvelle sensation, c'est un jeu d'aventure urbaine qui s'appelle Naked. Un couple est séparé et dépouillé. Il se retrouve sans vêtements ni téléphone à 2 extrémités d'une ville qu'ils ne connaissent pas. Le but, c'est évidemment de se faire aider par les habitants et à la fin, de se retrouver. Il y a un choc là dans le studio, tout le monde a vu ça. Mais peut-être dans quelques mois, donc à la télévision française, allez savoir. Mais les Pays-Bas souvent innovent en matière de télé-réalité, on le sait historiquement. Midi 14, allez, on va sur les marchés. Les marchés avec Bing.fr, la banque de tous les investisseurs. En bourse, actions, dérivés, fonds d'investissement. On va sur les marchés retrouver Aïcha Missi. Bonjour Aïcha, on est en petite baisse en ce moment sur le CAC 40.
On est quasiment à l'étal, à 5092 points. Les marchés dans l'attente de la rencontre politique de la journée, à savoir Donald Trump et Xi Jinping en Floride. Le président américain se prépare à une rencontre qu'il annonce, je cite, très difficile. Du côté des principaux arbitrages ce matin, Unibail-Rodamco en tête du CAC, plus 1% pour le titre. LVMH en hausse alors que Berenberg relève son objectif de cours sur le titre qui prend 0,8%. Du côté des baisses, les bancaires dans le rouge, les financières signent les plus fortes baisses sectorielles en Europe. Crédit Agricole perd 1%, Société Générale perd 0,4%, BNP Paribas perd 0,2%, Orcac score la plus forte baisse du SBF 120. Perd 0,8% après une dégradation de Barclays. Sur le front des matières premières, le baril de Brent en hausse se négocie autour des $54 malgré la hausse surprise des stocks hebdomadaires de pétrole aux États-Unis hier. Sur le marché des devises, l'euro se reprend face au dollar à 1,0666. Merci beaucoup Aïcha, et puis on rappelle qu'on suit la séance une bonne partie de la journée, hein, vous savez, sur BFM Business, 10h midi intégral placement, 15h30, 18h intégral bourse, tout ça donc à la télévision, à la radio et sur internet. Bonjour aux experts de l'Orache avec nous comme tous les jours. Bonjour Karine. Bonjour Guillaume. Karine Vergnol pour le luxe, Florent Vert avec nous pour la culture. Florent, bonjour. Et à tout de suite, Marie Cœur de Roy, bonjour, l'immobilier. Et Anthony Morel, bonjour. Avec encore une sale histoire. Qui n'a jamais vécu ce moment de solitude de voir son téléphone se casser après une chute mémorable? Eh bien, Apple a déposé un brevet pour un airbag pour iPhone qui se déclencherait automatiquement en cas de chute. Non. Oui, c'est le problème. L'iPhone, c'est très joli, superbe, mais c'est très fragile. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met une grosse coque de protection, du coup, c'est moins fragile, mais c'est aussi beaucoup moins joli. Donc, on comprend qu'Apple, qui est complètement obsédé par le design de ses téléphones, eh bien, travaille sur un airbag, un système de pare-choc intelligent, on va dire, pour ses iPhones. Alors, c'est un brevet qui a été déposé. Ceux qui nous regardent vont comprendre tout de suite, c'est un petit peu compliqué à décrire. En fait, ça prend la forme de 4 embouts de plastique ou de caoutchouc qui vont être installés aux 4 coins du téléphone. Ouais. Et en cas de chute, le téléphone comprend qu'il y a une chute. Vous savez qu'il y a plein de capteurs accès au gyroscope. Donc le téléphone comprend qu'il est en train de tomber. Et à ce moment-là, eh bien, ces petits embouts vont jaillir des 4 coins du téléphone et ils vont amortir finalement le choc comme un peu comme un coussin. Donc ils sont plus larges, ils sont plus larges que le téléphone. Ils sont plus larges que le téléphone. Et du coup, même si le téléphone tombe sur l'écran, parce que c'est les smartphones, c'est comme les tartines de confiture, ça tombe toujours du côté de l'écran, c'est normal. Eh bien, là, il ne se casse pas. Et alors, petit point bonus, c'est que ces amortisseurs peuvent aussi servir lorsque le téléphone tombe dans l'eau. Typiquement dans les toilettes, ça flotte, ça se transforme en flotteur. Voilà, c'est ce que raconte en tout cas ce brevet. C'est génial. Alors pour l'instant, ça n'est qu'un brevet, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si ça sera industrialisé un jour. En fait. Alors c'est ça, il faut le préciser, parce que pour l'instant c'est juste une idée, on ne sait pas. Alors c'est des pistes, ça montre les pistes sur lesquelles travaillent les ingénieurs. C'est intéressant d'ailleurs. Alors moi je vais toujours sur le site de l'Office américain des brevets, c'est une mine d'informations sur Apple, Google, Facebook. Ça montre toutes les pistes qui sont explorées par les ingénieurs. L'Office américain des brevets. Ouais, l'Office américain des brevets, il y a des sites spécialisés qui font leur miel de tous ces brevets qui sont déposés. Et ça nous montre par exemple qu'Apple a travaillé sur des objets dont on n'a encore pas vu la couleur, qu'ils ont travaillé sur par exemple un vélo connecté ultra futuriste, connecté à l'iPhone et à l'iPod. Ça, on l'a pas encore vu. Des systèmes de projection holographique comme dans Star Wars, des smartphones qui se rechargent à l'énergie solaire, ou alors des téléphones flexibles aussi. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que, et ça montre que peut-être qu'ils travaillent plus précisément sur ces téléphones-là, c'est qu'ils ne déposent plus les noms sous Apple, parce qu'ils savent qu'ils sont repérés et que tout le monde les scrute, mais sous le nom par exemple de certains de leurs ingénieurs pour passer en douce comme ça. Voilà. Donc sur les téléphones flexibles par exemple, c'est le nom d'un des ingénieurs d'Apple qui a déposé ce brevet. L'Office américain des brevets. Mais je pensais à ça, c'est pas du chiffre d'affaires en moins si vous pouvez empêcher la chute et que des téléphones soient cassés comme ça. Ah ben on peut voir ça, mais c'est aussi un argument de différenciation en plus par rapport aux concurrents. Donc on peut aussi voir ça comme ça. Un argument de vente en plus donc pour l'iPhone incassable. Bientôt aussi peut-être dans les bacs. Merci beaucoup Anthony. La tech tous les jours aux alentours de 12h15, bien sûr sur BFM Business. Marie Cœur de Roy, quoi de neuf sur la planète Imo? On va prendre un peu de hauteur. On en avait déjà beaucoup parlé, les tours Hermitage censées sortir de terre à la Défense. Ça fait 10 ans qu'on en parle. Ça y est, le chantier va pouvoir commencer. Ça dans un instant. Karine, quoi de neuf aujourd'hui? Le luxe. Je vous emmène au salon du meuble de Milan. Alors là encore, les maisons de mode, les maisons de luxe trustent un peu le coin. On voit ça dans un instant. Florent, on parle d'Astérix aujourd'hui. Oui, on connaît le nouveau titre du 37e opus et on va parler du business autour d'Astérix. Énorme business autour d'Astérix. A tout de suite. Tous les week-ends sur BFM Business, Alexandre Lichamp donne la parole aux entreprises qui recrutent dans le club Média RH. Innovation, tendance, carrière, expert du management.